Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Des assises et plusieurs rencontres se sont tenues ces dernières semaines autour de l'industrie automobile, de sa production et de sa sous-traitance. Mais pour quel résultat? C'est ce que nous verrons dans un instant avec ma première invitée. Avec mon second invité, il s'agira de revenir sur la dernière rencontre initiée par le gouvernement sur les moyens de réussir à l'export. Nous verrons que mon invité, qui représente une pléthore d'exportateurs, n'est pas tout à fait satisfait de la manière avec laquelle l'export s'organise. Nous verrons où il veut en venir. Mais tout de suite, le challenge de l'industrie automobile, loin d'être une mince affaire. Latifa Liot, bonsoir. Latifa Turki Liot. Vous êtes la présidente donc de l'UPIAM, l'Union des producteurs et industriels professionnels de l'industrie automobile et mécanique. Très bien, donc ça comprend qui en fait? Alors ça comprend en fait l'ensemble des sous-traitants et j'espère bientôt les équipementiers qui œuvrent dans le secteur de l'industrie automobile. Donc ce sont tous les receveurs d'ordre qui travaillent avec les donneurs d'ordre dans le secteur automobile et mécanique en général. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est chez vous? Alors, tout le monde est chez nous. Est-ce que les 4000 sous-traitants sont chez nous? Bien sûr que non. Il faut savoir que l'UPIAM aujourd'hui est réellement opérationnel depuis l'année dernière. Nous avons eu la mise en conformité en mars 2017. Nous avons démarré un travail important pour nous permettre justement d'assainir la situation au sein de l'Union, mis en place un certain nombre d'actions diverses et variées. Nous en avons, on va dire, les plus représentatifs et surtout que nous sommes aujourd'hui en discussion avec l'ensemble des donneurs d'ordre pour soutenir l'association et nous sommes en bonne voie dans ce sens. On va y venir. 4000 sous-traitants, mais c'est énorme comme chiffre. Ça comprend qui? Je doute qu'il y ait 4000 professionnels réels. Alors, merci pour la question, parce qu'effectivement, souvent, on sort le chiffre de 900 000 sous-traitants. Nous avons aujourd'hui 4 grands domaines d'activité dans le secteur de l'industrie, sous-traitance en général. Les 4000 sous-traitants ne sont pas que dans l'industrie automobile, ce sont des sous-traitants dans les différents domaines, parce qu'il y a quand même d'autres secteurs comme l'énergie, etc. Dans les 4 grands domaines d'activité, donc la mécanique, la plasturgie, l'électronique, etc., on a en fait une sorte d'organisation qui n'est pas forcément structurée de la même manière en fonction des secteurs. Si je prends par exemple le secteur de la plasturgie, c'est un secteur qui est fortement structuré, donc avec plusieurs personnes, avec une forte, je dirais, pas condensation, une forte représentativité des sociétés avec une grande assise financière, parce qu'en effet les investissements sont souvent lourds à l'entrée pour ce type de secteur. Par contre, dans la mécanique, c'est vrai qu'on a quelques donneurs d'ordre plutôt publics, mais beaucoup de petites sociétés, petites moyennes sociétés. Donc aujourd'hui, oui, ce sont 4000 globalement sous-traitants dans les différentes industries. Pour autant, ce sont des sous-traitants qui ont plutôt travaillé avec les acteurs donneurs d'ordre nationaux depuis les années 80. Et comme vous le savez, nous avons dans ce secteur subi une mutation profonde avec la mise en place d'un certain nombre de partenariats en joint venture, pas que dans l'industrie automobile d'ailleurs. Et l'ensemble de ces joint ventures ont amené les donneurs d'ordre locaux donc, à pousser les sous-traitants à se standardiser, à travailler plus vers des normes internationales. C'est un travail qui est très lourd, qui est conséquent, qui n'est pas simple effectivement, parce qu'il y a quand même un changement aussi culturel à opérer dans ce sens. Pardonnez-moi. Donc il y a un changement culturel à opérer dans ce sens, il y a de l'accompagnement. Et malheureusement, comme je vous le disais, nous, au sein de l'UPIAM, nous sommes réellement opérationnels depuis 2017, même si elle existe depuis 92, il n'y avait pas réellement d'activité en 2011 et 2017. Nous avons fait un constat qui finalement nous indique que toutes les aides dont ont pu bénéficier les sous-traitants en matière d'accompagnement n'étaient absolument pas ciblées. On s'arrêtait souvent à l'audit. Quel type d'aide ils ont eu? Alors, il y a eu plusieurs aides en fait proposées par les institutions telles que la NDPME, donc pour la mise à niveau. Malheureusement, nous avons fait le constat suivant, qu'on a d'ailleurs communiqué aux autorités compétentes. D'abord, ce n'est que de l'analyse, c'est-à-dire que c'est un diagnostic. On fait un audit, on ne sait pas quel est le résultat. L'autre point qui est important, sur lequel nous allons d'ailleurs travailler, c'est que cet audit n'apporte pas une réponse à un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils ont des attentes en matière de mise à niveau. Il n'y a pas de corrélation entre
ce qu'on attend de l'étude de mise à niveau et les attentes des constructeurs. Donc ce lien n'existait pas. C'est-à-dire qu'on faisait de la mise à niveau, on appelait des bureaux d'études, on leur disait allez voir les sous-traitants, faites l'audit de leur process, etc. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et on s'arrête à l'audit, on ne propose pas de solution, et en plus, ça n'est pas fait absolument pas avec les constructeurs qui, eux, ont des attentes spécifiques en matière d'exigences normatives donc, dans ce secteur. Donc c'est un travail vraiment important qu'il faut mener à ce niveau-là. Je pense que les deniers publics doivent être ciblés. C'est ça qui était l'objet de vos assises récentes? Alors, les assises... les assises, pourquoi faire? Alors, les assises, pourquoi faire? Parce que nous sommes aujourd'hui en Algérie dans la nécessité d'apporter une mutation profonde dans la réflexion qu'on doit avoir pour pouvoir avoir une vraie industrie. Pas que pour l'automobile, c'est vrai que nous on l'a dans l'industrie automobile et mécanique parce que c'est l'UPIAM, mais lorsqu'on construit une industrie, on la construit sur plusieurs années, on définit un cap stratégique et on planifie les actions opérationnelles qui partent de ce cap stratégique. Donc c'est un changement total de vision qu'il fallait apporter. Donc on ne pouvait pas le faire en quelques mois. Il a fallu plusieurs actions diverses et variées dont on parlait tout à l'heure et qui sont sur notre site pour enfin amener les autorités publiques à comprendre qu'il nous fallait un cap stratégique. Lorsque nous avons entendu effectivement... Parce que pour vous, les autorités n'allaient pas dans ce sens jusque-là. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, même sur votre plateau, les autorités souvent prennent des actions ponctuelles, ne définissent pas un cap sur plusieurs années. Nous avons toujours été un pays producteur d'hydrocarbures avec un secteur prépondérant qui est l'énergie, qui est un secteur historique en Algérie, donc relativement mûr, un secteur qui a d'ailleurs souvent fait à des gros cabinets de conseil depuis très très longtemps, depuis les années 80, et qui représente aujourd'hui 93% quasiment de PIB. Donc quand on veut faire de l'industrie, en particulier une industrie qui est internationale, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas les seuls acteurs à œuvrer dans cette industrie, nous sommes dans l'obligation de tenir compte d'un certain nombre de paramètres aujourd'hui qui font qu'on peut réellement exister sur le bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'actions ponctuelles. Vraiment, c'est un point très important. Et là, vous avez l'impression que les pouvoirs publics ont saisi, compris cela maintenant? Écoutez, déjà, je crois que 2015 et 2016, moi j'invite l'ensemble des acteurs de cette industrie à regarder un petit peu la presse, de faire une petite recherche au niveau de la presse. Vous allez constater déjà qu'avant, on n'arrêtait pas de dire oui, nous avons une industrie automobile, nous sommes à 30%, nous sommes à des personnes qui allaient sur les plateaux, qui le disaient, que ce soit des experts ou même des institutions. Nous avons par contre aujourd'hui enfin un ministre qui a dit qu'il nous fallait plusieurs années. 30 ans. Alors, vous savez, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de rapports dans ce sens. Ce n'est pas forcément 30 ans, c'est plusieurs années, mais il faut définir justement le cadre qui va nous permettre de savoir combien d'années nous avons besoin pour pouvoir mettre en place cette industrie. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas de dire 10, 15 ou 20. Ce qui est important, c'est qu'on définisse ensemble, partant de l'existant, partant de nos capacités locales, partant de ce qui existe dans les autres pays, qui sont aujourd'hui des pays voisins, qui sont des plateformes opérationnelles qui sont concurrents, partant de la nécessité de travailler sur l'ensemble de l'environnement des affaires. Si vous voyez aujourd'hui les sous-traitants, ils ont par exemple des difficultés en matière d'importation de la matière première. Donc si aujourd'hui vous avez un sous-traitant, même s'il travaille avec Renault, etc., si aujourd'hui il n'a pas les capacités d'avoir sa marchandise à temps, de toute façon, même s'il est homologué éco-normes, il ne pourra rien faire. Donc ce sont tous ces éléments qui doivent travailler, tous ces acteurs doivent travailler ensemble pour définir ensemble la feuille de route sectorielle. Alors, une chose qui est a priori bonne, c'est que vous êtes de plus en plus écoutés par les pouvoirs publics, j'ai cette impression, ça vous fait sourire. La deuxième chose, c'est que vous êtes de plus en plus rejoints par les constructeurs, et ça, c'est une autre bonne chose. Et bon, pour ce qui concerne vos rangs, c'est-à-dire les sous-traitants, les producteurs, petits et grands, je ne sais pas où en sont leurs revendications. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont vos priorités aujourd'hui que vous avez définies au gouvernement. Alors, oui, nous sommes écoutés. Ce n'était pas simple. Il ne faut pas non plus dire que le chemin était... non, c'était un chemin semé d'embûches. Maintenant, pour autant, la force de l'UPIAM, ce sont ces
ses adhérents et ses membres. Moi, j'ai envie de vous faire une petite anecdote là-dessus. Lorsqu'on a eu les assises, on était un petit peu en retard en matière de logistique et quand j'arrive, il y avait des documents à mettre dans les pochettes et j'avais envie d'immortaliser cette photo. Nous avions un représentant d'un donneur d'ordre, un sous-traitant qui venait de Gardaïa et un représentant de l'université de Sétif qui était en train de mettre les documents dans les différentes pochettes. Alors pourquoi je le cite? Parce que c'est ça la force de l'UPIAM. Ce qui fait la force de l'UPIAM, indépendamment effectivement de l'importance des opérateurs qui adhèrent, c'est leur volonté de faire avancer le pays. C'est leur volonté de faire bouger les lignes. C'est leur volonté d'être une réelle force de proposition et c'est ce que nous sommes en train de faire, de structurer cette volonté, ces attentes, ces doléances dans un cadre, dans une forme contractuelle qu'on va bien évidemment proposer au ministère de l'Industrie. Juste pour continuer sur mon propos, est-ce que nous sommes écoutés? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Je pense que nous avons été durant 1 an aussi en phase d'observation. Cette observation est nécessaire. Nous avons en effet toujours eu l'appui du ministère de l'Industrie dans la mise en place de ce type d'action. Nous allons solliciter officiellement le ministre, puisque c'est de l'Industrie et le ministre du Commerce, parce qu'en fait ce type de contrats de filière sont des contrats stratégiques, même s'ils sont portés par des industriels, ils sont obligatoirement portés par la tutelle elle-même, donc le ministre qui représente sa tutelle. Donc j'attends de voir parce que je ne souhaite pas, et je le dis de façon vraiment transparente, je ne souhaite pas que l'ensemble des propositions qui émanent de l'UPIAM soient par la suite reproduites, retranscrites par d'autres institutions dont le rôle était de pousser la sous-traitance ces dernières années, mais qui n'ont malheureusement pas fait ce qu'il fallait. À quelles institutions vous pensez? En temps voulu. Alors, je pense que les sous-traitants aujourd'hui qui opèrent dans ce secteur le savent. Il y a des institutions aujourd'hui qui étaient censées pousser la sous-traitance, qui étaient là en 2014 quand le contrat Renault est signé, qui étaient là en 2015 lorsqu'il y avait un certain nombre de décrets qui sont sortis, qui étaient là en 2016. Donc ces institutions dont le rôle est de pousser et de consolider la sous-traitance, d'accord ? Malheureusement... Ils sont en train de reprendre vos idées? Alors, non, reprendre les idées, non, vous savez, ça ne fonctionne pas sous cette forme. La difficulté, elle est que nous sommes dans un pays où, je vais essayer de trouver le terme, il faut toujours être dans une pyramide, même en tant qu'association, dans une sorte de monitorat, vous voyez. Donc nous sommes une association non gouvernementale, nous sommes une institution qui fédère un certain nombre de gros opérateurs et opérateurs moyens qui souhaitent vraiment que ce pays avance. Nous sommes une association que les donneurs d'ordre aujourd'hui écoutent, puisqu'en fait ils ont vu qu'il y avait de la matière, il y avait de l'expertise. Il n'y a absolument aucune raison qu'un Renault, un Volkswagen, qui était d'ailleurs présent dans les assises, n'accepte pas qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir définir ensemble une feuille de route sectorielle industrielle. Vous savez, eux, ils font en fonction de ce qu'on leur propose. Ils ont vu qu'il y avait de la matière, il y avait du sens, d'accord ? Donc ils ont fait le pas de venir, de rester, et il y a déjà des actions qui vont être mises en place en janvier avec eux. Donc on va discuter du mode d'organisation de ces comités de filière, qui vont porter l'ensemble des secteurs dans le cadre de ce contrat de filière. On va travailler ensemble, mais ce que je ne souhaite pas, et je le dis clairement, c'est que je pense que nous sommes une association qui a énormément aujourd'hui d'importance dans le secteur automobile. Il faut absolument continuer sur cet élan. Il faut absolument éviter qu'on soit phagocyté par des institutions qui aujourd'hui, du jour au lendemain, peuvent appeler, comme on le disait tout à l'heure, monsieur le ministre, pour faire une conférence de presse, pour dire on fait un contrat de filière, et puis qu'est-ce qui se passe derrière? Il ne se passera rien. Dans 4 ans, on va refaire le même constat, et on va se rendre compte finalement qu'il n'y a pas de sous-traitant, et tout va bien. Voilà. Pourquoi vous avez l'impression de travailler seul? Pas du tout. Pas du tout, non, heureusement, parce que si je travaillais seule, je pense qu'on n'existerait pas aujourd'hui. On travaille avec l'ensemble des opérateurs, des sous-traitants, des constructeurs. Mais je constate en effet de plus en plus que plus nous sommes écoutés, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un ministre vient dire, en effet, nous avons constaté qu'il fallait plusieurs années, puis il a fallu mettre en place un certain nombre de rapports pour qu'il arrive à ce résultat. Le ministre travaille avec un certain nombre de collaborateurs qui sont ce qu'ils sont, avec un certain nombre d'institutions qui sont ce qu'ils sont. D'accord ? Je suis moi-même élu membre du bureau d'une institution qui est le CNC des PME, qui est une institution du ministère de l'Industrie et des Mines. Plus on est écouté, plus on constate que, je dirais, d'autres organisations tentent de phagocyter le travail qui a été fait. Ce sont des tentatives.
Nous ne sommes absolument pas. C'est vrai que. D'accord. Donc ça vous décourage un peu? Pas du tout. Pas du tout. Oh non, non, pas du tout. Non, je le précise en amont. C'est pour moi, je dirais, un message. Un message. L'UPIAM a toujours existé depuis 1992. D'accord. Et dites-moi, pour être clair, à qui vous pensez? À l'association des sous-traitants, qu'on soit clair, de la sous-traitance, c'est ça? Ça n'est pas du tout ciblé. Vous savez, aujourd'hui, le panorama associatif, il est très très divers. Les confédérations aussi. Donc si à un moment donné... La bourse de la sous-traitance pour être plus exact. Non, mais il n'y a pas que la bourse de la sous-traitance, il y a plusieurs institutions, il y a plusieurs confédérations, Et il y a le ministère lui-même aussi. Non, le ministère n'est absolument pas concerné. Alors le ministère, justement, aujourd'hui nous écoute et j'espère qu'il va continuer à nous écouter. Et on souhaite vraiment que ce contrat de filière... du ministère de l'Industrie, bien entendu. Le ministère de l'Industrie, oui, tout à fait. Non, je n'ai absolument aucun doute sur l'appui du ministère de l'Industrie et des Mines, mais vous savez, lorsque nous sommes dans ce type de milieu... ce n'est pas une personne, ce sont plusieurs personnes avec lesquelles on travaille et j'espère sincèrement qu'on pourra arriver... D'accord. Alors, revenons à ce qui a été proposé lors de ces assises. Concrètement, vous avez parlé là, de cette nécessité d'établir des contrats de filière, mais aussi... Alors, nécessité de mettre en place des contrats de filière, nécessité de définir les différents projets sur lesquels nous allons travailler, nécessité de faire porter ces projets par les comités de filière composés de professionnels. Ce que j'entends par professionnels, ce sont les opérateurs, dans le secteur du verre, c'est les opérateurs du verre, dans le secteur de la plasturgie, ce sont les opérateurs de la plasturgie, avec bien évidemment des experts qui ont la capacité de réellement, les opérateurs vont exprimer réellement leurs difficultés, on va associer de l'expertise pour justement faire porter ces doléances sous une forme exploitable à l'échelle nationale, parce qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire ce travail ponctuellement, et aujourd'hui, pourquoi? Parce que si vous prenez, quand on a fait ces assises, vous allez par exemple le professionnel du verre qui vient parler, qui va vous expliquer, ce sont des éléments parfois techniques, parfois fonctionnels, parfois financiers, etc. Donc chaque secteur a ses spécificités. Nous, ce qu'on va faire, on va partir de ces comités de filière, donc on compte les organiser avant la fin de l'année, on va définir l'organisation, la gouvernance... Avant la fin de 2018 ou 2019? On va définir le mode de gouvernance de ce contrat de filière avant la fin de l'année 2018. D'accord. D'accord. Ensuite, on va le présenter aux constructeurs en janvier. On va partager avec eux ce travail et on le présentera ensuite au ministre de l'Industrie et des Mines. D'accord. Voilà. Et là, la cadence devrait aller... ce type de rencontre va se faire maintenant très régulièrement. Vous avez déjà testé, approché toutes ces filières? Oui, et leurs représentants? Tout le monde veut rentrer dans le jeu? Écoutez, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que tous les opérateurs aujourd'hui ont compris l'intérêt de l'UPIAM. C'est assez extraordinaire parce que c'est notre force. Notre force aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des sous-traitants, des opérateurs qui sont fatigués, qu'on leur promette des choses qui n'arrivent pas. Et l'UPIAM vient avec un discours de vérité. C'est-à-dire que si, par exemple, on va constater que certains opérateurs qui sont dans certains secteurs ne peuvent pas faire l'objet d'une intégration locale rapidement, ils auront cette visibilité. Nous allons partager le planning de production avec les constructeurs pour nous permettre de mettre en place le planning de progression de cette intégration locale sur plusieurs années. Et on va peut-être constater, ce n'est pas le cas, c'est juste un exemple, hein, attention, on va peut-être constater que dans le verre, on ne pourra pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, travailler pour localiser la fabrication du verre aujourd'hui. Mais que l'opérateur le sache. Qu'on ne lui dise pas, comme on est en train de lui dire depuis 2, 3, 4 ans, 2015, 2016, on va faire de l'intégration locale. Quand vous dites que l'opérateur le sache, le constructeur? Non, les sous-traitants. Non, mais le constructeur le sait déjà. Le constructeur a déjà cette information. Et on ne peut pas construire une usine de production sans déjà avoir en tête le planning de production. Le constructeur, le message a été clair vis-à-vis des constructeurs présents. Et quel est le message du constructeur actuellement? C'est-à-dire, il vous invite à aller plutôt vers quelle filière? Parce que lui sent bien ce qui est possible tout de suite et ce qui n'est pas possible. Le constructeur aujourd'hui, déjà, premièrement, est aujourd'hui conditionné par le partenaire étranger. D'accord. Donc le constructeur étranger, qui sont souvent des sociétés qui travaillent en centrale. Donc ça, c'est déjà le premier point. On leur a demandé de nous ouvrir les portes à ce niveau-là. Exemple, dans l'homologation, ils font un certain nombre d'actions d'audit des sous-traitants. Nous, on n'a aucune information là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, la capacité de dire que tel et tel sous-traitant, on pourrait l'accompagner pour le mettre à niveau, contrairement à ce que vous dites?
C'est un exemple. On n'a absolument pas de visibilité à ce niveau-là. C'est un message qui a été dit clairement aux constructeurs et qui l'ont tout à fait accepté. Vous savez, les constructeurs, ce sont des opérateurs économiques. Lorsqu'ils voient qu'il y a de l'expertise et du sens aux propos qu'on soutient, il n'y a absolument aucune raison qu'ils n'adhèrent pas. Et la preuve, ils adhèrent à cette démarche. Et ils nous ont même félicités pour cette démarche. Ils ont besoin de contenu. Les constructeurs ont besoin aussi de visibilité et de contenu. Je ne souhaite pas aujourd'hui dire que l'objectif, je souhaite sortir de ce calcul du taux d'intégration. Il y a eu un décret, point, on n'en parle plus. Par contre, il nous faut cette visibilité. Il faut qu'on sache... Alors, rappelons ce que dit le décret. 40% à moyen terme, c'est pour quand? Sur 5 ans, à partir de la date de 40% de taux d'intégration. À partir de la date de production effectivement, chacun des constructeurs présents. Mais vous savez, monsieur Alalouche, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, aujourd'hui, on prend les données qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer le décret? Donc, on le sait. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, il sait qu'il y a un décret qui existe. Par contre, il faut proposer une démarche qui soit donc fiable, cohérente, qui ait du sens. Si on veut construire une industrie sur plusieurs années, c'est bien, il en faut 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ce qu'on est en train de proposer, cette démarche. Et j'insiste, elle est proposée par une institution qui n'est pas gouvernementale, ça c'est le premier point. Elle est proposée par des opérateurs qui ont envie que ce pays bouge, qui ont envie que ce pays avance. Moi, j'invite tous les sous-traitants. On a mis en place dans nos statuts une clause qui porte sur la validation des sous-traitants qui intègrent l'UPIAM. Le bureau propose, je valide pour ma part l'ensemble des opérateurs qui se proposent d'adhérer à cette institution. Pourquoi? Parce que le leitmotiv, au-delà bien sûr de la nécessité d'avoir des cotisations, le leitmotiv, c'est l'implication personnelle. Il nous faut des opérateurs qui ont envie que réellement cette intégration progresse, qui ne cherchent pas forcément des intérêts personnels. Voilà, en face, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme avantage? À qui? À ces professionnels, dans leur industrie, qu'est-ce que le gouvernement pour les motiver pour Alors, le faire? ils ont aujourd'hui... Quelles sont aussi leurs attentes? Ils ont aujourd'hui des avantages qui sont écrits, mais... exemple, nous avons eu un sous-traitant, qui aujourd'hui sous-traitant de Renault, qui nous a, pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres, qui nous ont exprimé qu'il y a l'article 110 de la loi de finances qui est aujourd'hui pas mis en application. L'un des avantages accordés par le ministère de l'Industrie. Qui dit quoi? Un certain nombre d'avantages en fait d'exonération sur la matière première. Et il n'est pas appliqué. Aujourd'hui, il n'est pas appliqué. Ils ont déposé, je crois, leur dossier. Alors, je n'ai pas aujourd'hui les éléments en tête, mais je crois qu'ils ont déposé ça en juin. Ils sont quelques-uns. Nous n'avons pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu de réponse. Donc moi, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Nous sommes là pour représenter les membres et nous sommes là pour réellement dire ce qu'il en est. Je l'ai dit clairement lors de ces assises devant les constructeurs qui étaient très heureux d'être là. Nous ne sommes pas contre les constructeurs. Je ne peux pas me permettre, et vous me permettrez d'utiliser le jeu, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller dans un salon ou dans une conférence, être avec un constructeur et dire ce constructeur a joué le jeu, s'il n'a pas joué le jeu. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le rôle de l'UPIAM. C'est pour ça que le chemin n'est pas simple. C'est pour ça que, par contre, la force de cette association, ce sont ces opérateurs qui sont totalement impliqués, qui nous ont rejoints de plus en plus. La force, c'est d'avoir des constructeurs, quelques-uns aujourd'hui, qui jouent le jeu, qui ont envie d'écouter, qui ont envie d'aller plus loin. Alors vous dites quelques-uns, qui sont-ils? Aujourd'hui, pour l'instant, ceux qui sont en production, donc nous avons Renault et Volkswagen qui sont concernés. Maintenant, cela ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais ceux qui ne sont pas en production sont venus à on les a, alors, non, parce qu'en fait, on ne les a pas invités, parce ça se fait progressivement. L'intérêt de les inviter maintenant, sachant qu'ils n'ont même pas démarré et qu'ils ont aujourd'hui des... Ça pourrait froisser les autres aussi, qui font des... Oui, non, mais je pense qu'ils le comprennent parfaitement. Pourquoi je vais parler de planning de production si je ne sais pas si l'usine démarre dans 2 ans? Quel est l'intérêt? Il faut vraiment avoir en vue que ce travail qu'on mène en profondeur demande du temps, il se fait progressivement. Par exemple, nous avons mis en place ces assises donc à Sétif et à Annaba avec les chambres de commerce et les universités. Ça ne veut pas dire qu'on est conditionné par Sétif et Annaba, ça veut simplement dire qu'il nous faut un premier noyau et qu'on va progressivement travailler avec l'ensemble des wilayas. Parce que Monsieur le ministre a invité par exemple le DIM effectivement à une conférence nationale. Pardon, encore une fois, excusez-moi. Ce travail,
au niveau territorial est important. Nous, ce qu'on fait en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons, d'ailleurs je ne suis pas certaine, peut-être qu'on a eu par le passé des ministères de la planification, je pense, enfin j'espère, en tout cas on n'en a pas aujourd'hui, on ne fait pas de planification stratégique aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est on met en place un système qui existe déjà dans tous les autres pays, c'est une vraie plateforme qui réunit au niveau institutionnel et au niveau exécutif et opérationnel tous les acteurs liés à l'industrie automobile pour réellement, et on va le formaliser, le structurer, l'organiser. Pourquoi? Parce que si vous travaillez que sur la partie, il y a la matière première, je l'ai expliqué la dernière fois, je crois, quand j'étais venue, ou peut-être dans le cadre d'autres interviews, une filière, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste la sous-traitance. Une filière, c'est la matière première, c'est la capacité de fabriquer localement, c'est aussi effectivement de la sous-traitance, mais c'est tout ça une filière. On avait d'ailleurs, si je puis me permettre, le représentant du ministère de l'Énergie, et on les remercie d'avoir mobilisé leur cadre de la direction de la stratégie pour justement nous soutenir dans cette démarche, pour la plasturgie en tout cas. Donc voilà, donc c'est cette démarche qui va aller progressivement, donc d'année en année. Nous avons aujourd'hui Renault, Volkswagen, l'année prochaine, Inch'Allah, on aura peut-être Peugeot et puis d'autres acteurs qui vont venir. Nous avions aussi quelques opérateurs. Pardonnez-moi, je ne les ai pas cités effectivement dans les véhicules industriels. Mahindra était là, par exemple. Très bien. La voiture électrique, est-ce qu'elle est aussi... Est-ce qu'on en parle dans vos réunions? Pas non. C'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. Écoutez, aujourd'hui, la France qui a atteint un niveau de maturité très élevé en matière de fabrication d'industrie automobile commence maintenant à travailler sur le véhicule autonome et le véhicule électrique. Latifa Turki Elliott, vous êtes qui vous êtes en fait? Parce que vous semblez avoir cette expertise. Vous venez d'où? Et l'UPIAM a fait appel à vous pour remuer tout ça, parce qu'on sent bien que vous remuez les choses depuis que vous êtes là et que le secteur a besoin de gens comme vous. Où avez-vous appris tout cela? Ce métier de l'automobile, dans la stratégie. Le métier de l'automobile, oui, non, mais moi je pense que effectivement les gens le savent, je suis expert en stratégie industrielle, j'interviens dans un certain nombre de missions d'accompagnement de grands groupes donc, qui s'implantent sur l'Afrique du Nord. C'est plus du conseil en stratégie, c'est de l'expertise, donc c'est de l'engineering, donc ce sont ce type de métiers. Mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je suis libre, j'ai une parole libre. Moi, je me rends compte, hein, vous savez, j'ai quitté, comme je vous l'avais dit, l'Algérie pour la France en 92 avec le diplôme d'ingénieur en main. J'ai fait un long parcours et puis bon, à un moment donné, vous posez la question, même à titre personnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Même si vous avez réussi sur le plan professionnel, il y a des choses qui vous tiennent aux tripes, pardonnez-moi l'expression. Moi, j'aime mon pays. Une fois, j'avais rencontré un monsieur, honnêtement, qui a dû me reconnaître, qui m'avait dit à l'aéroport, la prêtresse de l'automobile, de l'industrie automobile en Algérie. J'ai une parole libre, je suis affranchie, je dirais, de toute considération, mais certainement parce que, justement, je n'ai pas vécu en Algérie depuis 92, parce qu'on a eu une économie qui était quand même assez dirigée. Est-ce que vous et l'UPIAM dérangez aujourd'hui certains lobbies ou certaines personnes ou certaines institutions? Non, institutionnel non, parce que nous avons fort heureusement dans ce pays plusieurs acteurs, même dans le gouvernement, qui souhaitent qu'on avance. Maintenant, on essaye effectivement quelques tentatives de déstabilisation, mais on en est loin. Très bien, je souhaite beaucoup de succès pour la suite. L'Algérie a besoin d'une bonne industrie automobile et j'espère que le train est en marche, ou la voiture est en marche. C'est le cas. Merci encore Latifa Elliott et je vous dis bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis, restez là, on se retrouve dans un instant pour évoquer la situation de l'export.